Alors comment interpréter l'appel du Premier ministre éthiopien? L'avancée des rebelles menace-t-elle le gouvernement fédéral? Ce soir, nous posons ces questions à Gérard Prunier, historien et spécialiste de la Corne de l'Afrique. Votre dernier ouvrage, Cadavre noir, est paru aux éditions Tract Gallimard. Bonsoir et merci d'être avec nous. Abiy Ahmed, Premier ministre éthiopien et prix Nobel de la paix 2019, appelait hier tous les Éthiopiens aptes et majeurs à rejoindre les forces armées. Quelle est la raison d'un tel appel? Le désespoir. Il a le dos au mur et donc il tente exactement ce qu'avait tenté le dictateur communiste Mengistu en 1990, avant de tomber, c'est-à-dire de lancer contre une armée, disons, aguerrie, de pauvres paysans et des chômeurs des villes, en leur donnant des kalachnikovs et en leur souhaitant bonne chance. Je ne pense pas qu'une telle politique, qui a d'ailleurs été, qui a abouti à un résultat catastrophique en 1991, ait beaucoup plus de succès aujourd'hui. Pourtant, il y a 2 mois, lors de la reprise de Mekele, la capitale régionale du Tigré, par les forces rebelles, le gouvernement éthiopien appelait à un cessez-le-feu humanitaire unilatéral. Qu'est-ce qui explique qu'il n'ait pas été entendu? Parce que dès le départ, c'était une plaisanterie. C'était simplement un moyen d'essayer de se réconcilier avec les Américains qui plaident pour la paix. On peut les comprendre d'ailleurs, étant donné que la guerre a déjà fait au moins 150 000 morts et que ça continue. Mais M. Abiy n'avait aucune espèce d'intention de tenir parole pour cette soi-disant proposition d'armistice. Comment expliquez-vous la reprise et la progression des troupes tigréennes dans cette région en guerre depuis 9 mois? Eh bien, deux choses. D'abord, quand ces gens qui sont qu'appellent de rebelles étaient autrefois le gouvernement, puisque c'était le gouvernement de l'Éthiopie jusqu'en 2018, ils ont volé beaucoup d'argent et ils l'ont mis à l'abri dans des paradis fiscaux. Ça leur permet aujourd'hui d'acheter des armes et d'entretenir des forces de combat. Deuxièmement, leurs troupes sont beaucoup plus aguerries et de bien meilleure qualité que l'armée fédérale. Et ce sont des gens qui, parce que pendant les années 1991 à 2018, les Tigréens avaient une sorte de privilège sur l'armée, et donc leurs officiers et même leurs sous-officiers sont des gens très bien formés, qui sont capables de se battre, même s'il y avait la théorie de M. Abiy était exacte, il devrait se battre à 1 contre 100. Or, ce n'est pas le cas, parce que les gens ne veulent pas rejoindre l'armée fédérale, même s'ils n'ont pas beaucoup de sympathie pour les rebelles. En juin dernier, la contre-offensive des rebelles a modifié le rapport de force ou révélé la situation réelle au Tigré. Oui, ça a révélé la situation réelle. C'est-à-dire qu'on avait un gouvernement totalement désaxé qui s'est lancé dans une guerre quasiment génocidaire contre le Tigray et qui est tombé sur le bout de son nez. Et bon, entre-temps, le général Satkan, qui est certainement le meilleur homme de guerre de tout le continent africain, avait remis sur pied une véritable armée, et on voit le résultat aujourd'hui. La plupart des observateurs et certaines capitales occidentales redoutent une extension du conflit tigréen aux régions voisines. L'Éthiopie se dirige-t-elle vers ce scénario? Malheureusement, oui. Et ça n'est pas une chose très réjouissante. J'adore l'Éthiopie, j'y ai vécu de nombreuses années, mes enfants y sont nés. Donc quand je parle ainsi, c'est avec beaucoup de tristesse. Oui, cette guerre est toxique et elle peut se propager au-delà même de la région. Parce que, évidemment, il y a le problème de voir les Égyptiens attaquer le barrage sur le Nil. Les Américains ont réussi à en dissuader pour le moment. Mais il y a aussi le fait que M. Poutine a promis à M. Abiy de protéger le barrage. Qu'est-ce que cela veut réellement dire? Rappelons-nous que la Première Guerre mondiale a démarré par un seul homme qui a tué un seul autre homme et que tout ça est parti d'un pays dont personne n'avait aucun le moindre souci, qui était la Serbie. Est-ce que l'Éthiopie sera la Serbie du XXIe siècle? J'espère que non.
Qu'est-ce qui anime aujourd'hui la volonté d'Abiy Ahmed de mettre fin aux rebelles, notamment dans le Tigré? Sa folie religieuse. Parce que M. Abiy Ahmed est un pentecôtiste, c'est-à-dire membre d'une église protestante fondamentaliste extrémiste, et il a une espèce de rêve de reconstruire l'empire de Ménélik, qui a été l'homme qui a construit l'Éthiopie moderne dans les années 1880-90, et de refaire la même chose pour son rêve pentecôtiste en Éthiopie. C'est évidemment une possibilité dont la réalisation est nulle et non aveugle. Il n'y a pas de solution militaire à ce conflit, c'est ce que déclarait Samantha Power, la directrice de l'Agence américaine d'aide internationale. Qu'est-ce qui pourrait mettre fin aux hostilités dans le nord de l'Éthiopie? Je suis désolé de contredire Madame Samantha Power, que je connais et que je respecte, mais elle a tort. Il y a une solution militaire. Ceci dit, cette solution militaire ne pourra être que temporaire. C'est-à-dire que si Tzadkan arrive à prendre Addis Abeba, le problème, c'est qu'est-ce qui va arriver après. Parce que c'est facile de gagner une guerre, enfin c'est difficile, mais c'est possible. De gagner la paix est beaucoup plus difficile. Si Tzadkan prend Addis Abeba, comme il l'a déjà fait en 1991 d'ailleurs, l'homme, disons, a une expérience énorme. Et il est intelligent. Il sait que le problème va être qu'est-ce qui va venir après. Les conditions de la paix après sa victoire militaire qui, alors là je suis d'accord avec Madame Samantha Powers, de manière temporaire, parce que cette victoire ne sera pas durable. Elle est possible, mais elle n'a pas de conséquences durables. De nombreuses ONG rapportent des exactions commises notamment par les troupes éthiopiennes et érythréennes, notamment sur des femmes. C'est ce que rapporte notamment aujourd'hui l'ONG Amnesty International. Le viol est-il devenu une arme de guerre pour le gouvernement éthiopien? Malheureusement, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire, on a un petit peu la même chose qu'on a dans certaines régions du Congo où certaines forces politiques liées au Rwanda font exactement la même chose. Et c'est une chose horrible. C'est-à-dire que les femmes, à la limite, j'ai connu des cas, des femmes disaient « j'aurais aimé être tuée ». Parce que quand 30 hommes, 40 hommes vous sont passés sur le corps, c'est horrible pour les femmes, horrible. Et je veux saluer à cette occasion le docteur Mukwege, congolais, prix Nobel de la paix, qui, contrairement à M. Abiy, justifie son prix Nobel de la paix, et qu'on appelle le réparateur des femmes, lutte contre cette plaie. Bon, la guerre n'est jamais une bonne chose, n'est-ce pas? Mais cette plaie de la manière dont les femmes sont traitées dans certaines guerres actuelles, particulièrement en Afrique, c'est absolument horrible. Merci Gérard Prunier d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la situation dans le nord de l'Éthiopie.